une double faute, une faute sur le fond, mais une faute sur la manière. Vous imaginez bien que depuis quelques jours, j'étais plusieurs fois par jour en contact avec Éric Ciotti. Je l'ai rencontré la dernière fois, c'était hier, après-midi, dans le bureau du président du Sénat. Il y avait avec nous Annie Genevard. Il y avait avec nous François-Xavier Bellamy. Pensez-vous qu'à un seul instant, un seul moment, le président de notre parti nous ait confié quelque confidence que ce soit? Rien du tout. Rien du tout. Jusqu'à ce matin, c'est à travers les dépêches, à travers les alertes, que j'ai appris, je ne voulais pas y croire dans un premier temps, pendant ma réunion de groupe, que j'ai appris la décision que le chef du parti allait prendre, seul. Et il a menti. Il a donc menti, il nous a menti, dans un seul but. Un but sans doute personnel vis-à-vis de Nice, mais aussi dans un but qui était de nous placer dans une situation telle qu'on ne puisse pas se retourner parce qu'on a des candidats qui vont partir au front et que le dépôt de candidature est dans quelques jours, avec tout ce que cela comporte. Donc tout cela, j'imagine, a été mûrement réfléchi, mais surtout mûrement camouflé. C'est de la déloyauté. C'est un manque de droiture. Et quand on est de droite, la moindre des choses, c'est précisément de cultiver cette droiture. Au-delà de tout, moi je pense que la politique, c'est aussi des qualités humaines. Je pense que la vie politique, c'est aussi finalement ce qui emprunte à nos existences. Et que les fautes commises dans le cadre de relations humaines, il est président d'un parti. On sait très bien que les législatives, ça va être difficile pour nous. Et le président du parti n'en parle à personne d'un choix qui est crucial, qui nous engage tous. Il prend cette position pour des petits calculs qui lui sont personnels, qui sont politiciens, sans rien dire à personne, à la limite. On peut tout concevoir et tout peut se discuter. Tout peut se discuter. Et là, absolument rien. C'est un choix qui est un choix personnel, que nous regrettons. Mon groupe a été ce matin, vraiment je l'en remercie, et je suis touché d'ailleurs de cette cohérence, mais comprenez bien que cette blessure, elle n'est pas seulement sur une ligne politique qui n'a jamais été la nôtre étant celle de l'indépendance et de l'autonomie. Cette blessure, elle est aussi humaine, une façon de se comporter. Comment est-ce que les Français peuvent considérer ce spectacle affligeant, politique? Et j'ai bien conscience que, à coup de dépêche, à coup de conférence de presse, le spectacle que nous donnons est sans doute un spectacle qui attriste nos compatriotes. Simplement, nous avons des convictions. Vous me connaissez, pour beaucoup d'entre vous, je ne pense pas avoir mis mes convictions dans ma poche. Quand je dois porter des conditions, y compris des convictions qui sont difficiles, moi je les assume. J'assume mes votes, y compris quand ils sont à contretemps, à contrepente, quand ils vous déplaisent, quand ils ne sont pas politiquement corrects. Est-ce que je suis un homme politique qui fait dans le politiquement correct? Non. Tous les votes que j'ai pu faire par le passé le montrent. Ce sont des votes de conviction. Voilà. Et je ne change pas d'avis en fonction du vent ou de la météo. Voilà. Je suis un Vendéen et je tiens la ligne quand il le faut. Voilà ce que je voulais vous dire. Je conclurai quand même, parce que je vois bien aussi un certain nombre de commentaires. Je veux simplement dire, puisqu'on va dans un combat politique, que ce qui est en train d'arriver à gauche, la résurrection de la NUPES, parce qu'on a beau changer de nom en l'habillant sous le nom du Front populaire, qui est une autre réalité historique, l'alliance entre les partis républicains de gauche et le LFI est pour moi aussi une faute. Et pour moi aussi une faute. Je n'oublierai jamais que LFI, le 9 novembre 2019,
a battu le pavé parisien aux côtés des islamistes. Je n'oublierai jamais un certain nombre de déclarations, y compris que la police tue. Je n'oublierai jamais cette volonté de zadifier l'Assemblée nationale pour décrédibiliser nos institutions et pour envoyer à l'échafaud la Ve République. Nous sommes gaullistes et nous tenons à nos institutions. Donc nous entrons dans un combat avec nos convictions. Et ce que je veux dire aux Français, c'est que nous sommes la seule alternative capable de relever la France, capable du sérieux budgétaire, capable de faire en sorte que demain l'école puisse transmettre des connaissances, un héritage, des valeurs, capable de réformer la politique pénale, parce qu'aujourd'hui c'est le laxisme, capable de reprendre les rênes. Et nous l'avons montré avec un texte immigration que personne, depuis le début de la Ve République, n'avait en réalité endossé. Donc nous sommes disponibles, et pas disponibles pour des marchandages, simplement pour porter ses convictions devant les Français et devant les Françaises. Merci de votre attention. Au vu de ce que vous venez de dire, M. Retailleau, est-ce que Éric Ciotti... Voilà, Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Les Républicains, on sent effectivement la colère absolue, même d'un point de vue humain. C'était intéressant, Emmanuel Rivière, de voir à quel point il était j'allais dire, agacé, attristé même, en disant il nous a menti, il ne nous a rien dit. En gros, il accuse Éric Ciotti d'avoir pris une décision personnelle en emmenant le parti avec lui, finalement. Oui, d'ailleurs, si Éric Ciotti n'était pas le président des Républicains, la situation serait totalement différente. Ce serait quasiment évidemment une défection. Et c'est d'ailleurs une des choses qui sont les plus étonnantes cet après-midi, au fur et à mesure qu'on voit les réactions des uns et des autres, à part les quelques noms pas connus des Français, de gens qui ont déjà pris position pour Éric Ciotti, on voit une litanie de ténors des Républicains qui prennent leur distance. Un des aspects étonnants de cette initiative, c'est que c'est difficile d'imaginer que ça ne crée pas une espèce de feuilleton pas très favorable à une campagne sereine quand on parle des questions d'appareil, d'alliance, etc. Après, je pense qu'il y a aussi une dimension intéressante dans ce qu'a dit finalement Bruno Retailleau. François Grosdidier tout à l'heure. Il est encore avec nous. Hein. Peut-être qu'il en redira. Il disait, voilà, il y avait une digue. La digue, elle n'était pas sur la manière de gouverner. Elle était sur les valeurs. Honnêtement, si on demandait à un brillant politologue, comme Benjamin Morel, sauf qu'il viendrait d'une autre planète, de venir examiner les propositions, les prises de parole des Républicains et du Rassemblement national, leur programme de présidentiel des Européennes. En disant, voyant ça, est-ce que vous pensez que ces gens peuvent s'allier ? Est-ce que vous croyez que l'analyse des programmes, des prises de position dirait non, toute alliance est absolument impossible. Il y aurait un problème sur l'Europe, mais ils sont en train de converger. Les uns deviennent un tout petit peu plus souverainistes, les autres se sont ralliés à la question européenne. Ils ne sont pas d'accord sur les retraites. Mais ce qui fait dire aujourd'hui que le général de Gaulle se retrouve dans sa tombe, ce n'est pas les retraites. À côté du plafond de verre, il y avait une espèce de digue qui était sur la question des valeurs, qui est assez peu présente, y compris dans ce que dit Bruno Retailleau. Et c'est là où il y a une question, parce que c'est aussi la question de la cohérence avec les électorats, avec les Français, qui ne comprennent pas forcément où se situe l'espèce de fossé infranchissable. C'est la question que vous posiez tout à l'heure sur l'électorat, justement. François Grosdidier, pour reprendre ce que disait à l'instant Emmanuel Rivière sur ces ténors, toutes ces gens qui condamnent ce positionnement d'Éric Ciotti. J'en ai juste noté quelques-uns, mais ça n'est que quelques exemples. Larcher, Bertrand, Barnier, Portelli, Marlex, Retailleau, donc Copé, Pécresse, tous ces cadres-là condamnent absolument la décision d'Éric Ciotti. Et pourtant, Éric Ciotti, il emmène avec lui des militants, des électeurs, certainement des candidats, des futurs candidats pour les législatives, et il représente une grande part de la base de ceux qui suivent LR. Oui, tout à fait, mais parce que le discours préparait à ça. Le discours qui consistait à dire finalement rien ne nous oppose sur les valeurs, on est juste meilleur par la capacité à gouverner, en fait avait déjà fait sauter toutes les raisons pour lesquelles nous devions refuser cette alliance. Et ça fait des années que ça dure. C'est pour ça que j'ai quitté le mouvement dès l'élection de Ciotti, mais j'avais quitté la présidence départementale de mon mouvement dès l'élection de Laurent Wauquiez, qui avait prôné le ni-ni entre Le Pen et Macron. Et déjà là, c'était la première fissure dans la digue. Et si je partage 90% de ce qu'a dit Bruno Retailleau,
je ne partage pas la conclusion. Oui, on pourrait souhaiter un bipartisme démocratique comme on l'a connu depuis le début de la Ve République. Sauf que le résultat aujourd'hui des européennes, c'est un tripartisme. Voilà, il y a un gros tiers d'extrême droite, un gros tiers, un petit tiers de la gauche et de tout à gauche jusqu'à l'extrême gauche, et il y a malgré tout un tiers des forces démocratiques et républicaines. C'est aujourd'hui une situation de fait. Et j'ai les mêmes critiques que Bruno Retailleau à faire à l'égard du macronisme, pouvoir qui a été sur la forme arrogant, beaucoup trop centralisateur. On en souffre, nous les élus locaux, encore plus que les Français de base, mais n'empêche qu'il y a le socle des valeurs démocratiques, que quand les positions d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine, politique internationale ou sur les valeurs fondamentales, je veux dire, ne sont pas à l'opposé des nôtres comme celles du Rassemblement national. Et on ne peut pas faire comme si, là où nous avons nos responsabilités à prendre, il faut effectivement que tous ceux qui se reconnaissent républicains, démocrates, rappellent que les LR, issus de l'UMP, c'est la fusion des démocrates chrétiens et des gaullistes. Là, nous devons, dans l'urgence, rassembler, en tout cas faire ne pas gêner tous les parlementaires qui sont républicains et démocrates face aux deux extrêmes de la vie publique qui antagonisent. Quand la France a besoin de concorde, nous voyons le triomphe de ces forces de discorde. À l'extrême gauche, on réactive la lutte des classes et on excite les minorités contre la majorité. Et à l'extrême droite, on excite la majorité sociologique contre les minorités.